Voilà, donc du coup, nous revoici pour Alors, la table ronde de fin d'année. Tu veux dire un mot, Chris Non, c'est bon, je prends les rênes. Ok, ok. Donc l'idée de la table ronde, on l'a voulu un petit peu participatif, puisque l'objectif de la journée, c'était de mettre en commun les expériences, les expertises, et réfléchir ensemble aux méthodes, aux manières de mettre en œuvre l'intérêt et transdisciplinarité, et donc de réfléchir à ce qui marche moins bien. Et voilà, donc table ronde participative pour essayer de faire fonctionner l'intelligence collective et en tirer un petit peu des enseignements. Du coup, on va retrouver nos intervenants du début de l'après-midi que je ne vous représente pas puisqu'il y a leur petit descriptif. Et moi, je vais vous expliquer comment on a pensé ce temps de participation. Donc, je vous ai distribué des petits éventails de papier coloré qu'en animation participative, on appelle des abeilles de Régnier, du nom de leur créateur, François Régnier, en 1973, qu'il utilisait en fait dans des groupes d'ingénieurs qui devaient réfléchir à l'industrie du médicament. Donc, c'est un dispositif qui a été pensé à la base comme un dispositif favorisant l'innovation. Et il est souvent utilisé pour essayer de dégager des consensus. Donc, on propose aux gens des phrases, des affirmations, et on essaie de voir celles qui remportent plus ou moins de consensus. Alors moi, je vais l'utiliser de manière un petit peu différente, puisque moi, je vais l'utiliser plutôt pour faire du débat. Donc, ce que je vais vous proposer comme affirmation, comme phrase, ne sont pas des phrases qui invitent au consensus, mais plutôt à l'inconfort. Elles ne représentent ni ce que moi, je pense, ni ce que les intervenants pensent, mais voilà, elles sont là pour faire réagir. Donc, je vais vous proposer une série de phrases, d'affirmations, et je vais vous inviter à dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, et donc de l'exprimer dans un premier temps avec ces petits éventails de papier coloré. Donc vert, tout à fait d'accord. Hop, j'ai qu'une main et beaucoup trop de choses dans les mains. Donc vert, tout à fait d'accord. Jaune, plutôt d'accord. Rose, plutôt pas d'accord. Et rouge, pas du tout d'accord. Voilà. Et donc, on va balayer dans un premier temps un petit peu, on va essayer d'explorer quels pourraient être les freins à l'interdisciplinarité, transdisciplinarité, et puis dans une deuxième partie, quels pourraient être les leviers. Est-ce que vous voulez jouer un petit peu quand même, hein. Enfin, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Absolument, absolument. Inspiration montessorienne. Alors, du coup, ma première proposition de phrase. Le problème, c'est que l'université s'est depuis toujours fondée et structurée autour des disciplines. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Donc, je rappelle, vert tout à fait d'accord, jaune plutôt d'accord, rose plutôt pas d'accord et rouge pas du tout d'accord. Je redis la phrase. Le problème, c'est que l'université s'est depuis toujours fondée et structurée autour des disciplines. Alors, du coup, je vois pas tout le monde, donc plutôt pas mal de verts, donc absolument, absolument, allez-y. Donc plutôt pas mal de tout à fait d'accord, oui, quelques plutôt d'accord. On penche quand même plutôt du côté vert-jaune et allez, un petit quart, petit cinquième de plutôt pas d'accord. Je n'ai pas vu de pas du tout d'accord. Alors du coup, du côté des d'accord, on va commencer par eux. Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord, plutôt d'accord? Donc les verts et les jaunes. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes, parce que vous êtes peut-être pas d'accord pour les mêmes raisons. Donc une réalité historique. Est-ce que J'ai oublié les contenus précis, mais il y a la médecine et le droit qui sont au Moyen Âge. Je crois que la première université, c'est, je ne sais plus, alors, il y en a 4. Il y a Coimbra, Bologne, Sorbonne et Salamanque. Alors, je ne sais plus dans quel ordre. Je crois que la plus ancienne, c'est Coimbra. Ou, Bologne. Et Coimbra, c'est la deuxième, je crois. Et c'était autour de ces disciplines. Enfin, d'abord la médecine, et puis le droit, et après. J'en sais plus, j'ai tout oublié. donc une réalité historique, ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour dire bah oui effectivement le problème c'est que l'université c'est son histoire les disciplines. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui.
J'ai enfoncé des portes ouvertes. On a tous vécu ça de l'intérieur à travers les recrutements, les qualifications, tous ces processus qui sont des processus finalement, de reconnaissance et d'intégration dans le système de l'université, passent par des catégories et des phénomènes de reconnaissance. Et voilà. Donc, je crois qu'on sait que ça fait partie quand même beaucoup de la pratique universitaire. Il me semble aussi que historiquement, enfin, il y avait des demandes de la société pour former les personnes pour pouvoir contribuer à certains secteurs de métiers. Donc, il y avait aussi déjà au départ une réponse à un besoin sociétal dans ces différentes chapelles. Au-delà de l'université, l'idée que finalement, ça chapeautait le tout, mais tout le reste était déjà structuré en fonction de ça. C'est ça l'idée. Okay. D'autres arguments pour dire, bah oui, effectivement, le problème, le frein, c'est que voilà, l'université, ce sont les disciplines. Ben là, c'est juste de dire que la place importante de l'université, c'est-à-dire qu'il y a les raisons historiques et puis il y a le poids qui est donné à l'académie. Dans la société en général, pour aller vers des collaborations plus créatives, plus émergentes, plus... Voilà. En quelque sorte, elle structure toute notre vision sociétale. Okay, ça marche. Moi, j'ai l'impression que nos réponses illustrent le fait que ce soit un problème. C'est qu'on est très formé par notre carcan personnel. Donc, la question, c'est est-ce que c'est un problème? Et nous, on répond sur est-ce que c'est depuis toujours? Parce qu'on n'était pas sûr que c'était exact, cette affirmation. C'est pour ça que je me suis permis d'enfoncer un peu le clou. Moi, je pense que le problème, il est organisationnel et la dérive bureaucratique de l'université. Je pense que des systèmes de recherche. Et cette dérive-là fait que le poids organisationnel, le poids bureaucratique, le poids normatif de la bureaucratie est extrêmement puissant. C'est celui-là contre lequel on essaye de pousser les murs dans tous les sens. On a vu toutes les discussions depuis ce matin. C'est comment on se met là à arc-bouter pour essayer d'éviter d'être enfermé dans ce système. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, on a besoin de cette bureaucratie, parce que la bureaucratie, c'est un modèle d'organisation qui est extrêmement efficace et extrêmement pertinent. Mais voilà, on est écartelé entre cette efficacité qui est nécessaire et en même temps, les inconvénients majeurs c'est son attitude extrêmement normative. Quand on parle des CNU, des évaluations, etc., encore ça s'est amélioré, mais là, ça peut être très normatif. D'ailleurs, je ne sais pas, parce que vous disiez depuis quand c'est là, je ne sais pas si on a les moyens de mesurer en termes de progression disciplinaire. Est-ce que c'est plus structuré, moins structuré Si on regarde les disputes médiévales, il y a eu des meurtres quand même. Hein, nous, au moins, la bureaucratie a pacifié le truc. Mais, je veux dire, je ne sais plus comment il s'appelle, Abélard et... comment elle s'appelait Ah oui, ça c'est mal fini pour eux quand même. Ah ben c'est très mal fini, ouais. Mais c'était des enjeux qui sont ceux dont on parle, sauf que c'était pas les mêmes que nous, c'est pas forcément, mais c'était des enjeux terribles. Les discussions étaient graves. Bon, le poids de la religion, de la référence. C'est-à-dire le poids de la vérité, par exemple. Le statut de la vérité. Le statut de la vérité, c'était de réciter, d'être capable de remettre tout ce que vous affériez, de le remettre dans le cadre religieux. Il faut lire, il y a eu un bouquin qui est sorti pas loin de la dispute entre Hobbes et celui qui a écrit le Léviathan et Boyce qui a créé la pompe à air, entre les expérimentaux et les philosophes. Et c'est absolument extraordinaire parce que la religion est centrale dans le débat. Et avec un truc extraordinaire, c'est que celui qui devait être religieux, c'est Hobbes, était traité d'athée, et les scientifiques expérimentaux qui montraient, ils avaient toute l'histoire autour du vide, est-ce que le vide existe par exemple, c'était extraordinaire
rien à voir avec nous et c'était trop dangereux de participer à ces débats. Finalement, c'est plus apaisé autour de Ah oui, l'interdisciplinarité, donc c'était pas si mieux que ça avant. Ok, on en est arrivé là. Un dictionnaire de physique d'unicité, on définit la chute des corps par la gravité, ça on admet, mais il est interdit d'interroger qu'est-ce que la gravité, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors que maintenant, quand même, on a une petite explication. Ça marche. Je voudrais juste compléter parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai été un petit peu contre les facultés dans tout ce que j'ai dit, donc je fais une auto-analyse de moi-même et du coup cette question me pose question. Il y a des facultés depuis le début. À l'université, c'est des facultés. C'est pour moi aujourd'hui un problème, c'est ce que je l'ai assez exposé, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout casser. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ouvrir une sorte de périphérie à la discipline, un peu comme on a vu des fois dans les graphes, on voit que ça se superpose, tout ça. Je pense que c'est sur ces périphéries qu'il faut bosser, mais pas forcément tout écrouler la structure, quoi. Voilà, je voulais juste défendre un peu ça, parce que sinon, si on ne forme pas des gens avec des disciplines de base, en fait, on forme personne avec une signature, quoi. Donc, bon, voilà, c'est juste pour nuancer mes propos, désolé. Ça tombe bien parce que ça veut dire que c'est le temps de donner la parole à ceux qui n'étaient pas d'accord ou plutôt pas d'accord. Donc du coup, ceux qui n'étaient pas d'accord pour dire que le problème, c'était cette structuration universitaire. Oups, je n'ai pas vu dans le bon ordre. J'écoute et puis après la parole a déjà... Et ben voilà, donc on vous donne la parole. Ah pardon, je ne vais pas y arriver avec l'ordre. En n'étant pas d'accord, je suis plutôt d'accord avec les gens qui ont déjà pris la parole. Je crois que la structure est en fait réelle avec laquelle on fait affaire et dont on a besoin parce qu'on a la qualification à l'entrée du cercle un petit peu des experts qui est en jeu aussi. Et je ne sais pas si on a un cadre alternatif à appliquer à ça, si ce n'est pas le nombre de réactions sur le Twitter de l'un de l'autre. Et je ne suis pas sûr que c'est une bonne tendance pour la science. Donc, moi, mon problème avec le propos était mon problème, parce que ce n'est pas qu'un problème, c'est un petit obstacle à l'opération dans le contexte d'adresser les sciences aux questions sociétales qui sont pertinentes. Oui, peut-être une réponse en creux, en fait. Non pas du côté de l'université, mais du côté du CNRS. C'est-à-dire pour répondre à cette question-là, du côté du comité national, il y a eu les comités interdisciplinaires qui ont été mis en place. Donc, qui montrent bien que la problématique disciplinaire pose problème à l'interdisciplinarité et qu'il faut imaginer des choses voilà, pour pallier à ça. Mais en effet, il y a des moyens d'y arriver. Et quand même, peut-être un point sur les CID, parce que je pense que c'est un point intéressant, c'est la constitution des CID, puisque la constitution des CID, c'est en partie des membres des sections. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant, puisque ça veut dire que dans les membres des sections disciplinaires, on retrouve des gens qui ont l'habitude d'évaluer des profils interdisciplinaires. Et donc ça peut permettre aussi voilà, de faciliter ce passage entre discipline et interdisciplinarité. C'est un système qui est intéressant. On pourra évoquer les limites du CNRS, bien sûr, mais en tout cas, ça, c'est un point qui est intéressant, je trouve. Moi, j'ai été au CNRS, à la fois en section et en CID, donc là, ça me donne un tout petit peu de recul sur ce truc-là. Moi est-ce que la structure disciplinaire est un frein à l'interdisciplinarité? Pour moi, la réponse est non. Je pense que l'interdisciplinarité, c'est pas de renoncer aux disciplines. Je pense que les disciplines, c'est absolument fondamental et que on ne va commencer à pouvoir être prêt à l'interdisciplinarité que quand on est suffisamment à l'aise avec sa discipline, quand on la maîtrise suffisamment, quand on ne la vit plus comme un carcan, mais comme un point d'appui pour aller hors de sa discipline. Et du coup, pour moi, l'interdisciplinarité, je la vois plutôt comme un système complexe. C'est-à-dire que le système complexe, c'est de dire que le tout, que le tout est plus que la somme des parties et que la richesse, elle est dans l'interaction. Donc, je le transpose aux disciplines. Il faut que plusieurs disciplines interagissent et créent de l'interaction quelque chose qui est plus riche. Donc, la notion de discipline, elle est fondamentale dans la définition de l'interaction. Et au-delà de ça, ça veut dire que pour moi, l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui n'a pas tant besoin que ça d'être institutionnalisé, même si je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de structure, parce que c'est d'abord une aventure personnelle. Enfin, je pense que c'est d'abord une aventure personnelle. C'est être prêt d'abord à reconnaître qu'une autre discipline que la nôtre peut apporter des réponses intéressantes
un problème qui est celui auquel je m'intéresse aussi. Ça veut dire se dire il faut que j'aille vers les autres en leur disant quelque chose qui sera entendable par eux, et aussi ça veut dire qu'il faut que j'accepte de les écouter, ce qui est... Très souvent, les gens vivent l'interdisciplinarité en disant « je vais dire aux autres », mais très peu « je vais écouter les autres ». Ça, je pense que c'est le point de départ des échecs de l'interdisciplinarité. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à laisser les autres entrer sur son territoire et à accepter la déstabilisation. Et la déstabilisation, elle peut être personnelle ou psychologique sur ses savoirs, etc. Et des fois, elle est aussi évidemment institutionnelle. Après, c'est difficile de trouver sa place dans l'institution, et ça, c'est un vrai problème, et je pense qu'on va y revenir plus tard dans la table ronde. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, qui ne sont pas d'accord avec cette idée Oui, là-bas. Après, on passe à une autre question. Moi, c'est surtout par rapport à mon approche de la recherche, de ma documentation et de la construction de ma thèse en général. Le fait qu'il y ait des disciplines, ça m'a justement beaucoup aidé parce que j'ai commencé par chercher autour de la philosophie du langage sur certains sujets. Et après, je suis tombé sur l'économie pour d'autres questions, etc. Et j'ai construit ma thèse vraiment entre différents domaines. Mais le fait que ces disciplines soient aussi clairement identifiées, qu'il y ait des communautés qui se citent d'une certaine manière, à chaque fois, ça m'a permis plutôt d'éclairer mes recherches, plutôt que d'y poser une limite ou des problèmes épistémologiques. Et surtout, à chaque fois, ça m'a permis de citer plus d'une personne dans chaque domaine, ce qui est peut-être banal comme ça, mais très important, parce que cette intelligence collective qu'il peut y avoir sur chacune des questions, sur chacune des approches, j'ai pu la retrouver à chaque fois quelque part. À la base, j'étais parti de Wittgenstein, et il y a eu d'autres philosophes du langage avant et après lui qui m'ont permis de construire plus que si c'était juste le seul philosophe du langage qui existe. Donc le fait que la philosophie du langage existe en soi, ça m'a été un support important. Donc je rejoindrai justement ce qui a été dit précédemment sur le fait que pour qu'il y ait de l'interdisciplinarité, il faut qu'il y ait de la disciplinarité d'abord. Donc c'est pour ça. Pour moi, ce ne serait pas un problème en tout cas. Alors je vous propose une autre affirmation. Le problème, c'est que tout le monde a une vision différente de l'intertransdisciplinarité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? Le problème, c'est que tout le monde a une vision différente de l'intertransdisciplinarité. Donc, je rappelle, vert tout à fait d'accord et rouge pas du tout d'accord. Alors, du coup, hop. Donc, là, c'est pas, on a quand même une majorité de pas d'accord, plutôt pas d'accord, et quelques plutôt d'accord. Mais ça penche plutôt du côté tout à fait d'accord. Je sais plus. Alors, du coup, les d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Pourquoi vous êtes d'accord avec cette affirmation que le problème, c'est quand même ce manque de définition? De définition commune. En fait, c'est un peu ambigu parce que est-ce que on n'est pas d'accord ou d'accord avec le fait qu'il y a que tout le monde, enfin qu'il y a beaucoup de définitions et on n'est pas d'accord, ou est-ce que le problème c'est que c'est un problème? Voilà. Donc je ne sais pas à quelle question on a répondu tout le monde, mais moi je trouve que c'est pas un problème. Je trouve qu'il y a beaucoup de définitions. Justement, on en a eu différentes là aujourd'hui. Pour moi, c'est pas grave. On en parle. Enfin, on ne veut pas être dans une discussion, je ne sais pas, une tension stérile quelque part sur mais non, c'est pas comme ça. Non. C'est juste que ça nous permet de comprendre ce qu'on fait et d'essayer de mettre des explications, des mots dessus. Ça nous permet d'avancer dans nos réflexions et dans nos pratiques, dans nos processus. Mais c'est pas, il n'y a pas une convergence obligée. En fait, je dirais, c'était un peu le truc de dire que l'intégration aussi, ça serait une impérative, presque une idéologie. Ça nous aide à discuter, mais bon, hein, voilà. Toi, tu n'es plutôt pas d'accord, en fait, avec l'idée que... Ok. Pour toi, ce n'est pas un problème. Ok. Donc, du coup, j'arrive. Moi, je voulais juste rejoindre que pour moi, ce n'est pas clair, pour la bonne raison que je ne sais pas quelle est la définition. Alors, je suis peut-être trop physicienne.
Donc, donc je trouve intéressant moi, je veux aller vers ça et je le fais depuis longtemps dans ma carrière. Je pense que un peu comme Monsieur de la Palisse, je fais l'interdisciplinaire sans m'en rendre compte. C'est vrai que j'ai envie d'aller parler à des gens qui sont ailleurs, mais je suis coincée par le système, moi, pas par ma volonté, par mon envie. C'est que je rejoins un peu ce qu'a dit Fabrice, c'est plus parce que j'ai vécu le CNRS aussi avec les CID et autres. Pourquoi il faut que j'aille dans une CID compliquée pour pouvoir aller parler avec mes collègues parce qu'ils sont à l'INSU et que moi je ne suis pas à l'INSU ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment compliqué. Donc c'est aussi vrai ce que je vis aujourd'hui à l'université, c'est que pour aller parler à quelqu'un, attends, il faut qu'il est il est à l'ENS, toi tu es à Lyon 1, tu es à Lyon 2. Enfin, c'est super compliqué, quoi. Enfin, moi je voudrais aller parler avec des gens, quoi. Donc voilà. Et donc, est-ce que je fais l'interdisciplinaire? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des besoins, en tout cas chez moi, d'ouvrir à autre chose. Je pense qu'il faut absolument qu'on se parle. Je pense que je veux parler avec des gens, je veux parler à des biologistes, je veux parler à d'autres gens. Comment je fais pour leur parler? Il faut que je crée un institut interdisciplinaire, que je comprends la différence entre indisciplinaire et transdisciplinaire. Bah ouais, bon, bah voilà. Donc j'en suis là, moi. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez complexe et qu'on me fait faire un système complexe. Il va falloir d'abord que j'aille discuter avec les systèmes complexes pour comprendre comment je vais pouvoir aller parler à d'autres gens. Non, mais les systèmes complexes sont super cool, les gens des systèmes complexes. On peut discuter avec eux, mais c'est super facile. Ils ne prennent pas la tête, ils proposent des trucs. S'il y a une bonne idée, ils mettent de l'argent sur la table, c'est super facile. Alors, quand même, pour revenir sur les institutions, moi, voilà, pour avoir siégé dans les deux commissions, j'entends bien et je mesure bien la complexité, surtout des gens qui candidatent, etc. Mais je redis, l'interdisciplinarité, c'est d'abord une démarche individuelle, un état d'esprit individuel. Ça veut dire que les gens qui sont en poste dans ces fameuses CID, CNU, etc., eh ben, ils n'ont qu'à changer les choses et ils peuvent. Voilà. Et donc, en fait, il y a un peu ce que j'ai déjà dit ce matin, il y a un peu une schizophrénie des gens qui, quand ils siègent dans ces commissions, ils reprennent des postures qui ne sont pas du tout celles qu'ils avaient quand ils avaient cette démarche de chercheur. Et donc là, il y a une forme de cohérence. Parce qu'il y a une prise de risque, y compris en CNU. C'est-à-dire qu'il faut défendre une position dont on sait que peut-être elle ne va pas être majoritaire, dominante, mal vue, mal perçue, mal comprise. Mais c'est à chacun de savoir où est sa prise de risque. Et c'est pour ça que les gens qui sont en poste depuis longtemps ont forcément plus de facilité, peut-être, en tout cas plus de facilité, on va dire, de faire cette prise de risque. Voilà, là, on dit ce qu'on veut, et puis si les autres sont pas contents, bah, ils diront du mal, et puis c'est pas grave, parce qu'ils, voilà. Bah, bien sûr, je crois que c'est une question qui arrive plus tard. On va y revenir, vous inquiétez pas. Tout le monde attend de pouvoir reparler. Est-ce qu'il y a d'autres arguments, paroles sur en quoi ça serait... Est-ce que c'est un obstacle, cette absence de définition commune? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer là-dessus? Là, je parle du point de vue de la communauté des intertransdisciplinaires. Donc, il y a dans les travaux qui sont menés dans cette communauté-là, au contraire, je pense des définitions assez clairement établies, des courants de pensée, de recherche bien identifiés dans ces approches inter- et transdisciplinaires. Des débats aussi sur les définitions, finalement un débat qui est sain, qui a aussi lieu d'ailleurs dans les disciplines. Et je trouve intéressant très souvent on reproche, on amène l'idée de l'interdisciplinarité et un argument contre l'interdisciplinarité, c'est de dire oui, mais vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'est l'interdisciplinarité. On reproche cela aux interdisciplinaires, alors même que l'on prétend d'une certaine manière que dans la discipline, il y aurait une forme de communauté d'intérêt, de définition sur les paradigmes unificateurs dans la discipline, les concepts et méthodes, alors même que l'on sait que toute discipline est elle-même traversée d'une hétérogénéité de courants, d'approches. Et au fond, j'ai l'impression que c'est souvent un faux départ et puis un renvoi à cette espèce d'opposition systématique, stérile, binarisme entre discipline et interdisciplinarité. Je le vois aussi dans l'évaluation, on a parlé aujourd'hui de l'évaluation de la recherche. Je ne sais pas en France, mais chez nous, en Suisse, quand on dépose un projet interdisciplinaire, on doit répondre aux critères disciplinaires mobilisés dans le projet interdisciplinaire, plus on doit justifier la plus-value interdisciplinaire du projet. Donc, dans les projets interdisciplinaires, il y a une section dédiée à l'interdisciplinarité. Donc, on doit se justifier, finalement,
d'être interdisciplinaire. Alors, on aime bien renverser la donne, c'est dire, mais pourquoi dans les projets disciplinaires, on n'explicite pas finalement la nature purement disciplinaire du projet. Donc, il y a, à mon avis, une forme je pense aussi d'incompréhension, voire de méconnaissance aussi de tout ce qui se fait en recherche sur l'inter- et transdisciplinarité, en fait. Mais on est là pour ça. On sent bien qu'il y a un double standard, en tout cas. Je veux bien commenter les deux points. Donc, en fait, bon, évidemment, hein, il est incontestable, notamment dans la réponse aux appels à projets. Et en France, c'est bien pareil. C'est même, j'ai l'impression, pire. Mais oui, donc les guichets sont disciplinaires à la fin. C'est très difficile d'avoir des guichets interdisciplinaires. Donc, voilà. Et c'est un petit peu comme la remarque précédente. Enfin, je vais faire la même réponse que j'aurais pu faire à la remarque précédente. En réalité, quand même, l'université, même si elle est organisée en discipline, elle n'empêche jamais personne d'aller discuter avec qui il veut de n'importe quelle autre discipline, à l'autre bout du monde, au bureau d'à côté, dans l'université d'en face, etc. Donc il y a quand même une très très grande liberté qui est permise. Évidemment, le problème, c'est l'argent. Il y a plusieurs stratégies. Hein. La stratégie, c'est de répondre à un projet disciplinaire pour faire de l'interdisciplinarité. Voilà. Donc en fait, il faut jouer avec les structures et quand on est dans la structure, la faire évoluer. Pour moi, c'est ça, de ne pas mal évaluer un projet interdisciplinaire quand on est en situation d'évaluer. Et quand on s'est fait retoquer 3 fois sur un truc interdisciplinaire, on se dit, c'est pas grave, je vais le proposer en disciplinaire et je vais faire de l'interdisciplinaire avec. Enfin, à un moment donné, il faut utiliser aussi les structures telles qu'elles sont pour faire ce qu'on a envie de faire et plaisir à faire, et surtout ce qu'on croit bien et juste de faire, quoi. Je veux revenir sur la question des définitions. Les définitions, c'est toujours un peu compliqué. Mais moi, je me souviens je crois que c'est Mandelbrot qui disait que le malentendu avait une valeur heuristique incomparable. Donc, les flous, les choses non certaines, les frontières étranges, c'est toujours un lieu de débat. Et donc, moi, je suis assez d'accord. Ça oblige à faire le point. Il n'y a pas mieux que de rencontrer une autre discipline pour faire le point sur ses propres concepts. C'est comme la traduction. C'est-à-dire, pour traduire un concept, il faut être super au point sur le concept qu'on expose à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a un travail toujours de discussion et il faut absolument l'entretenir. Et donc, pour ça, il faut vraiment des disciplines carrées. Et puis, des gens qui, parce qu'ils ont besoin, de plus en plus de toute façon, eh bien, ils seront à la fois disciplinaires, parce qu'il faut quand même qu'ils se cultivent, et plus ils seront cultivés dans leur discipline, plus ils pourront échanger avec les autres, et plus il y aura de malentendus, et plus il y aura de discussions. J'étais ce matin aussi, je crois que c'était vous qui aviez amené cette idée que finalement la rencontre avec l'altérité, ça a renforcé la cohésion disciplinaire. Enfin, ce n'était pas tout à fait dans ces termes-là, mais cette idée que finalement la rencontre avec l'autre permet aussi de reclarifier les frontières. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette question de la définition, des définitions, plus ou moins problématiques, plus ou moins obstacles aux pratiques d'intertransdisciplinarité? Moi, la question que j'avais compris, c'est est-ce que la définition de l'interdisciplinarité était un frein, mais je pense que pour marcher, on n'a pas besoin de savoir le décrire, donc on peut faire de l'interdisciplinarité sans avoir une définition unifiée. Après, quand on veut en parler derrière, c'est bien si au moins au sein d'un projet, on arrive à se mettre d'accord, mais je ne pense pas que la définition en elle-même soit un frein. Merci. Non, c'est bon, j'en ai un. Ah oui, derrière mes collègues. Je vais reprendre en fait. Alors, du coup, je suis dans le versant plutôt pas d'accord. D'accord. Que c'était un problème. Alors après, je rejoindrai un peu Chris. Je savais pas trop en fait où était l'accord et le désaccord dans la question. Mais effectivement, en fait, de la même manière en fait qu'un objet peut être défini différemment dans différentes disciplines. Il n'y a rien de pire. Puis alors, je reviens sur ce truc, hein, mais en tant que chercheur, on est des sachants sur son domaine. Et quand il y a quelqu'un qui va amener un objet ou un concept en fait, qui vient d'une autre discipline et qui a le même nom en fait, que celui qu'on utilise dans sa propre discipline, on ne va pas le questionner tout de suite parce qu'on se dit mais non, mais je connais cet objet-là. Et je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver.
C'est qu'on fait semblant d'être d'accord, alors qu'en réalité, on ne sait même plus de quoi on parle, parce qu'on parle d'un objet mou qui n'a pas la même définition dans les deux disciplines. Et je pense que l'interdisciplinarité, c'est la même chose. En fait, en gros, je ne suis pas sûre que l'interdisciplinarité, en fait, entre biologie et physique, je regarde plutôt là-bas, Fabien, soit la même chose que l'interdisciplinarité, je reprends mon exemple de tout à l'heure, entre didactique de la physique et didactique des questions socialement vives. Et en gros, le principal, c'est de la questionner et de voir ce que ça nous apporte et d'être suffisamment costaud dans sa discipline, parce que l'autre chose qui est importante, c'est quand on produit du savoir, en gros, c'est qu'il y a une communauté derrière qui puisse dire qu'effectivement, ce savoir, il est valide. On reprend le truc, en fait, on ne va pas s'entretuer pour des questions de vérité, mais on n'est pas là non plus pour produire des trucs qui n'ont aucun sens du point de vue scientifique. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être un petit peu costaud dans sa discipline par ailleurs. Les institutions sont nécessaires. C'est-à-dire que la légitimité, on ne l'obtient pas. Nous, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on est contre la bureaucratie, mais sans bureaucratie, pas de légitimité. Une dernière prise de parole, puis après, j'ai des questions pour le panel. Non, juste une petite réaction quand je vous écoute, parce que là, vous êtes deux interventions, vous avez beaucoup insisté sur l'ancrage dans sa discipline. Et dans la même phrase ici, dans sa discipline, dans sa communauté de recherche. Et je distingue complètement les deux. Mais voilà. En fait, alors, je veux le dire parce qu'en fait, il y a des disciplines comme ça. Moi, je suis en sciences de l'éducation. Honnêtement, mes recherches en didactique de la physique n'ont strictement rien à voir avec la philosophie de l'éducation. Enfin, rien à voir. Je peux discuter avec eux. Oui. Mais on ne publie pas dans les mêmes revues. On n'a pas les mêmes méthodologies. On n'a pas les mêmes cadres. On n'a pas la même façon de parler de la recherche. Je me rappellerai toujours, en fait, il y a très longtemps à Grenoble, où j'étais avec des gens qui étaient encore dans une autre sphère, en fait, en sciences de l'éducation. Je les entendais, c'était mon premier contact, en fait, avec d'autres personnes que ma sous-discipline. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, quoi. Et je les regardais. Rigole pas, Anthony. Je te vois. Et je les regardais, j'avais l'impression d'avoir affaire à des gens. Je disais, mais ils sont pas du tout scientifiques, ces gens. Honte sur moi, j'avais 20 et quelques. J'étais encore pleine de préjugés sur la manière de conduire de la bonne science. En plus, j'étais encore un peu trop physicienne, on va dire ça comme ça. Désolée. Mais, mais le changement de secteur d'activité était un peu compliqué parfois. Et donc, en gros, oui, en fait, les sociologues de l'éducation, les philosophes de l'éducation, ils sont dans ma discipline quand on regarde en fait du point de vue de la définition des disciplines en fait par le CNU, mais qui n'a aucun sens du point de vue des pratiques des chercheurs. Oui, moi, si je rebondis, parce que je suis en informatique. En informatique, des fois, on entend il y a les vrais informaticiens, les faux informaticiens. À un moment donné, je distingue les jeunes chercheurs pour qui il faut qu'ils soient dans une discipline pour un poste. Mais après, pour moi, il faut s'en abstraire totalement et être en dehors de ce discours de c'est un vrai informaticien, un faux informaticien. Et j'aimais bien le discours de dire finalement c'est la personne elle-même qui peut même porter l'interdisciplinarité de par son ouverture. Et presque finalement, on peut nous-mêmes être ancrés dans plusieurs disciplines, à enlever ces frontières. Je pense qu'il y a vraiment une démarche personnelle aussi là-dedans en tant que chercheur. Et voilà, c'est pour ça qu'insister sur sa discipline m'a un petit peu marqué, je voulais réagir. C'est peut-être que certaines communautés de recherche, naturellement, s'inscrivent sur plusieurs disciplines. Donc, et peut-être d'ailleurs de façon temporaire. Il y a des... Voilà, par exemple, la discipline historique système complexe, celle qui m'intéresse un peu, comme vous l'avez compris, je pense qu'elle est en train de disparaître ou peut-être de vivre une... Enfin, elle n'est plus ce qu'elle était quand elle est née il y a 20 ans, avec un ancrage clair, maths, info, physique, biologie. Elle a une nature complètement différente. Donc je pense que le caractère... Enfin, pour moi, les disciplines, elles amènent la pérennité, la stabilité, et l'interdisciplinarité, elle amène le dynamique, le transitoire, l'évolution, voilà, et on fait et on défait, et c'est ça qui est riche et qui est super et qui est sympa. Rapidement, et puis je vous pose mes questions. Pour compléter, par exemple, il y a des disciplines, moi je suis en urbanisme par exemple, je suis reconnu, les sociologues ils se sont dit ces objets ne sont pas intéressants, donc ils vont virer. Et à partir de là, l'urbanisme par exemple a un champ déjà pluridisciplinaire très large, c'est-à-dire qu'on peut trouver des économistes, etc. Mais après, la communauté des géographes, par exemple, est beaucoup plus refermée, même s'ils sont en tension entre les géographes humains et les géographes physiques, etc. Donc, il y a aussi des traditions de recherche. Et l'intérêt, ce n'est pas la discipline, d'une certaine manière, parce qu'on a beaucoup insisté sur ce mot, c'est la tradition disciplinaire. C'est-à-dire dans quelle tradition
on se situe et comment cette tradition va modeler nos modes de pensée, nos modes de faire, nos pratiques de recherche, nos méthodes, etc. Et je pense que ça, c'est le point beaucoup plus important. Alors, la question, et je suis d'accord avec vous, c'est plutôt une ouverture personnelle. Souvent, moi, j'ai vu des gens, enfin, je vois ici, là, il y en a quand même plusieurs d'entre nous qui sont multidisciplinaires déjà à la base. C'est-à-dire qu'on a une formation initiale, on a fait une bifurcation pour des raisons X, Y, et déjà, on porte d'une certaine manière, voilà. Il y en a d'autres, c'est pas par la discipline, mais c'est par les objets. Ils portent des objets, par exemple, des gens qui s'intéressent à la question environnementale, ils sont compatibles tout à fait avec des biologistes, des écologues, des urbanistes, etc., puisque les préoccupations sont les mêmes, mais avec des points de vue qui sont différents. Donc je pense vraiment que c'est la question de la tradition qui est importante. Alors du coup, j'ai quelques questions sur les freins aussi à adresser. On a évoqué donc cette histoire de voilà, dans quelle mesure la structuration disciplinaire de l'université avait un rôle ou pas. Ma question est pour Patrice Abry. Comment dire, vous avez évoqué dans vos présentations le fait que former les jeunes, c'est pas forcément former les doctorants, c'est pas forcément la priorité. On pourrait se dire un peu naïvement, finalement, si on voulait faire émerger une culture de l'intertransdisciplinarité, c'est bien par la nouvelle génération qu'il faudrait commencer. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ça et penser de ce projet de faire émerger par les jeunes cette nouvelle culture? Comme moi, je suis pas loin de la fin de ma carrière. C'est le moment où je vais faire ma prise de risque et aller. Donc, évidemment, il n'y a pas une université, il n'y a pas un endroit où on n'a pas plein de formations interdisciplinaires, où c'est la mode. Et moi, je suis un fervent pratiquant de l'interdisciplinarité, un adorateur même. J'ai fait ça. Et j'ai beaucoup contribué à réfléchir à ces formations interdisciplinaires, etc., etc. Et là, avec la maturité et l'âge, je me demande si ce n'est pas quand même une vraie fausse bonne idée. Parce que, comme j'ai essayé de le dire avant, j'ai l'impression que quand même l'interdisciplinarité, ça va avec une forme de maturité et puis une forme d'être en situation de prendre des risques. Et je vais même aller un petit peu plus loin que la fausse bonne idée. Je me demande s'il n'y a pas un peu une imposture du monde universitaire à vouloir faire porter ça par les étudiants. Parce que les étudiants, bon, même les meilleurs étudiants ne sont pas forcément dans une situation où ils maîtrisent si bien que ça leur discipline et les savoirs pour pouvoir peut-être aller au-delà. Et puis, ils ne sont sûrement pas en situation de prendre des risques. Tout le monde l'a dit. Donc, voilà. Et par contre, ce que je crois vraiment, et donc ce qu'on essaie de mettre en place à l'ICSIS, c'est que c'est les permanents qu'il faut former. C'est que l'université, que les structures déploient des moyens de formation des permanents, parce que même si je suis persuadé qu'à la fin on ne se comprendra jamais, et que c'est grâce au fait qu'on ne se comprend pas qu'on crée, c'est quand même essentiel de pouvoir discuter avec l'autre, donc d'être un peu exposé un minimum à ses outils, à sa culture, à sa façon de penser, à se demander comment, en fait, oui c'est le même outil, non c'est pas le même outil, etc. Donc c'est la formation des permanents qui est essentielle. Et évidemment, quand j'ai dit ça, j'ai surtout pas dit qu'il fallait exclure les étudiants. J'ai dit qu'il fallait bien sûr les associer, profiter de leur enthousiasme, de leur fraîcheur et de leur énergie, mais qu'il ne fallait surtout pas les mettre en première ligne et leur faire porter la responsabilité de la faire. Cette responsabilité, elle incombe aux permanents, et probablement, plus on est gradé, plus on devrait y penser. Et puis aussi à un goût. L'interdisciplinarité, c'est une aventure personnelle. Personne ne doit être obligé de s'y confronter. Voilà. Du coup, ça m'amène tout droit à la question que je voulais poser à Karine Bécu-Robineau. Du coup, on a parlé de ces obstacles un peu institutionnels, un petit peu de l'ordre de l'héritage académique universitaire. On n'a pas tant parlé de ça, du fait que ça pouvait être aussi, que la réussite et en l'occurrence les freins à l'idée peuvent être tout simplement liés aux individus eux-mêmes. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Dans quelle mesure ça dépend avant tout des bonnes volontés, des rencontres, des liens interpersonnels. Dans quelle mesure ça joue en fait comme frein aux pratiques d'ITD? Alors, je dirais dans quelle mesure ça joue comme frein ou dans quelle mesure ça joue comme élément moteur en fait, pour que ça marche. Alors ce que je disais en fait déjà tout à l'heure en fait, c'est que effectivement en fait c'est une aventure individuelle, il faut avoir envie d'y aller. Enfin la volonté, c'est accepter de se mettre un petit peu en danger quand même et de sortir
Alors, si je dis du carcan, en fait, on voit tout de suite que, que le carcan disciplinaire, en fait, est un carcan. Mais voilà, de sortir de sa zone Cadre, de confort, d'accepter de redéfinir ses objets, ses cadres, etc. Donc ça, je pense que c'est pas pour rien qu'on soit plusieurs personnes à avoir changé de monde en fait à un moment donné. Moi en plus, en fait, quand je regarde, j'ai changé de laboratoire quand même un certain nombre de fois aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans sa carrière. Je n'ai pas dit que j'avais quitté Icar. Hein, voilà. Voilà, je précise. Donc ça, c'est effectivement, c'est une aventure. Il faut avoir envie de se mettre un petit peu en danger, de rencontrer d'autres personnes. Et après aussi, moi je me suis toujours dit, après c'est les aventures de vie professionnelle, on va dire ça comme ça, j'aime travailler avec des gens que j'aime bien. Et les gens que j'aime bien ne sont pas forcément dans ma... Je ne sais pas que je n'aime pas les gens de ma communauté, je le précise aussi, mais ne sont pas forcément dans ma communauté. Il y a d'autres personnes qui m'amènent à sortir de ma zone de confort en sécurité. Je dirais que c'est ça qui est important. Et donc, quand on discutait sur la préparation de la table ronde, j'ai une aventure personnelle sur un projet interdisciplinaire où j'ai voulu manger un peu trop. On va dire ça comme ça fait rire parce qu'elle connaît bien l'histoire, parce qu'on en a parlé plein de fois. J'ai monté un projet interdisciplinaire avec je ne sais pas combien de personnes. En fait, je pense qu'on était bien 8 ou 10 de disciplines différentes. Hein, vraiment. Et donc, c'était que des gens que j'aimais bien. Vraiment. Donc quand j'ai fait la première réunion, en fait, je dis bah voilà, en fait, on a un gros gâteau à se partager. Il va falloir en fait faire je voulais faire la marieuse un petit peu en disant on va peut-être travailler avec machin, etc. Et puis en fait, j'ai bien vu au fur et à mesure des réunions que ça apprenait pas, parce qu'en fait, tous les gens étaient venus dans le projet pour travailler avec moi. Et donc en fait, il aurait fallu que je conduise 10 projets interdisciplinaires avec tous les partenaires. Donc mon projet a un peu capoté sur cette base-là. Parce que les gens ne se connaissaient pas, donc les amis de nos amis ne sont pas forcément nos amis, les amis entre eux, on va dire ça comme ça, donc ça j'ai une petite découverte personnelle. Et puis après, faut savoir se mettre en danger aussi. Donc et c'est là que j'ai découvert en fait que effectivement sur les mêmes mots, alors en fait le même mot c'était une méthodologie, hein, c'était entretien, ça voulait pas dire du tout la même chose pour un didacticien que pour un sociologue. Et donc quand j'ai dit qu'on allait lancer en fait sur le projet en fait les entretiens avec tout le monde. Et la sociologue me dit on va voir des trajectoires en fait, sociales des personnes à travers leurs expériences professionnelles pour comprendre pourquoi elles en sont arrivées là. Et que je l'ai vue arriver dans mon bureau avec son enregistreur, je me suis dit qu'est-ce qu'elle me veut. Et elle me dit mais en fait la première personne qu'on doit interroger c'est toi. Jamais en didactique je pense qu'on interroge le chef de projet. Voilà, j'ai découvert ça. C'était pas très agréable. Mais on l'a fait. Hein. La fameuse sortie de zone de confort. Aller vers, ouais. Mais en sécurité, parce que j'étais avec une personne avec qui j'avais confiance. Voilà, c'est tout. Alors, pour rebondir aussi sur ce dont on a discuté autour des définitions, j'avais une question pour Fabrice Vabre. Est-ce que le problème, ça pourrait être qu'on a quand même une appréhension, on pourrait avoir une appréhension de l'ITD trop normative, trop théorique, trop cadrée, que justement l'idée, ce serait plutôt de laisser les acteurs qui la font vivre, lui donner du sens, lui donner. Est-ce qu'il faut que ce soit une construction finalement ajustée à chacun des problèmes, à chacune des situations? Alors, j'ai l'impression que je vais répéter des choses qui ont déjà été dites, mais en tout cas, ce qui me semble, c'est qu'on ne rentre pas dans l'interdisciplinarité par une définition. On y rentre par une volonté personnelle d'aller chercher quelque chose. Et en effet, peut-être le premier point, et c'est là où nos disciplines peuvent peut-être nous enfermer, c'est que en fait, elles nous coupent de la connaissance des autres. Parce qu'en fait, c'est ça qui donne cette première étincelle pour aller chercher un projet interdisciplinaire, c'est une rencontre, c'est une ouverture et encore une fois, quelles sont les occasions qu'on se donne à cette ouverture-là. Et une fois qu'on l'a trouvée, à ce moment-là, on va rentrer dedans. Et puis peut-être qu'après, évidemment, on va s'interroger sur comment on met en place, comment ça fonctionne, etc. Et après, il y a le travail analytique de qu'est-ce que c'est que la transdisciplinarité. Mais en fait, c'est des niveaux différents. Il y a comment je m'engage dans un projet interdisciplinaire et ensuite, comment je comprends ce qu'est l'interdisciplinarité. C'est deux niveaux qui sont différents. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu dans ShapeMed, où finalement, l'idée était que de toutes les rencontres qui ont pu se passer dans nos ateliers, il y en a quelques-unes qui ont donné lieu à l'émergence de discussions, de projets
qui ont en effet ajusté leurs problématiques, ajusté leurs questionnements, ajusté leur manière d'interagir et qu'on a pu accompagner un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'en fait, le processus, il se déroule naturellement entre ces personnes-là. Donc, on peut donner quelques outils, on peut donner tout ça, mais en effet, il faut que ça s'ajuste aux bonnes personnes, au bon moment, à la bonne problématique, et tout ça va s'articuler tranquillement, quoi. Quand on avait préparé la table ronde aussi, on avait évoqué comment dire, cette question des obstacles professionnels, comme quoi voilà, les carrières pouvaient être, oui ou non, pénalisées. Alors, on en a redit aussi un petit mot ce matin, je voudrais bien qu'on revienne. Est-ce que oui ou non, les carrières sont pénalisées quand on essaye de se tourner vers l'intertransdisciplinarité? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors, on ne sait pas forcément grand-chose, mais en effet, il y a la MITI qui avait fait un rapport, je crois que c'est 2020. Ouais. Et dans ce rapport-là, je crois qu'ils analysent 3 années de recrutement et de recrutement CR et de passage DR. Et ils regardent l'âge au recrutement et l'âge au passage DR. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre des profils disciplinaires et interdisciplinaires. Donc il y a une perception. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête, je crois qu'il y a à peu près 1000 personnes qui ont répondu à cette enquête-là. Donc il y a une perception d'un retard de carrière, que ce soit au recrutement ou à la promotion DR. Et en fait, quand on regarde encore une fois sur ces 3 années-là, il n'y a pas de différence entre les profils disciplinaires et interdisciplinaires. Donc en effet, alors il faut être un tout petit peu prudent par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'est dans le cadre du CNRS qui a quand même mis en place, encore une fois, des outils qui permettent le recrutement et la promotion DR dans des CID. Donc, il y a des outils qui existent et qui sont particuliers au CNRS pour ça. Mais en tout cas, dans le cadre du CNRS, aujourd'hui, on ne voit pas de biais particulier par rapport à ça. Ça veut dire que du coup, une partie de la perception négative que les gens qui sont impliqués dans les projets de transdisciplinarité ont de leur progression de carrière, voilà, relèverait un petit peu de la croyance, parce que finalement, leurs camarades qui n'auraient pas eu la même trajectoire n'auraient pas été autant impactés que ça. C'est un peu ça l'idée. Au CNRS. Au CNRS, ok. Je ne sais pas si ça relève de la croyance. Ça relève peut-être d'une forme d'inconfort. Si on est dans une discipline, on n'a pas à se justifier de son positionnement. Si on est sur un recrutement interdisciplinaire, il y a un effort de justification du positionnement qui est plus compliqué et qui donc demande un travail supplémentaire ou différent. Les autres qui sont recrutés, ils travaillent aussi sur d'autres points. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est plus difficile ou plus facile, mais peut-être que cette perception, elle vient de cette question-là. Mais alors, tu es un physicien, tu es un mathématicien, tu es un traiteur de signal, à laquelle fondamentalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas envie de répondre. En fait, moi, j'ai pas envie de se justifier, en fait, tout simplement. On a l'impression que j'ai pas besoin de savoir si je suis un physicien, un mathématicien, un traiteur de signal. Ça m'apporte rien de répondre à cette question. Mais j'ai dû le faire 1000 fois dans ma carrière, forcément. Oui. Oui. Il y a peut-être aussi une chose qu'il faut dire, c'est quand les recherches sont bien conduites, qu'il y a des résultats, ça peut être un avantage compétitif, la pluralité scientifique. C'est-à-dire que le fait de pouvoir venir et dire ben voilà ce qu'on ramène comme nouveauté dans sa discipline parce qu'on a travaillé avec d'autres, je pense que ça peut être tout à fait monnayable. Mais il faut savoir remplir son dossier correctement en fonction des exigences que l'on connaît de notre CNU. Mais on peut dire des choses, des choses même désagréables habituellement. Mais si vous le mettez en situation scientifique correcte et intéressante, et en montrant en quoi ça enrichit la discipline, en règle générale, vous avez toujours dans les commissions des gens qui vous défendent. Enfin, moi, je parle par expérience, mais je veux bien profiter de... c'est pas une statistique. Je suis complètement d'accord avec ce point et je veux bien en profiter pour ajouter un point important. Le truc essentiel, c'est que l'interdisciplinarité n'est pas la prestation de service d'une discipline par une autre. Et il y a toujours un moment où cette ambiguïté se repose, où l'un peut avoir l'impression qu'il est utilisé par l'autre, ou peut-être que l'un utilise l'autre. Mais l'interdisciplinarité, ça peut pas être ça, parce que dans cette chose-là, il y a une relation commerciale qui peut exister.
Mais ça s'appelle une prestation de service, c'est très légitime. Mais ça n'est pas l'interdisciplinarité. Mais ça m'amène à ma question pour Jean-Yves Toussaint, parce que du coup, voilà, vous faites très attention de parler de pluralité, pluralisme scientifique. Et moi, du coup, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que une des raisons pour lesquelles, enfin, un des freins, ce serait que on essaye d'aller trop loin dans le mélange, dans la rencontre, dans le mix des disciplines, et qu'en fait, au lieu de chercher toujours plus, il faudrait au contraire soit rester modeste et peut-être plus mettre d'attention pour contrebalancer, ou de points de vigilance pour empêcher ces hiérarchies disciplinaires ou ces tentatives de phagocytage des unes sur les autres. Est-ce qu'il faudrait déplacer peut-être notre centre, notre point de focal vers ça? Dans l'expérience d'IMU, dans celle du PEPR, il faut être extrêmement vigilant sur la question de la disciplinarité, d'être au clair avec sa discipline pour pouvoir aller avec les autres. C'est parce qu'on crée de la différence qu'on peut discuter. C'est pas parce qu'on est tous alignés qu'on peut faire quelque chose. Donc il est extrêmement important, si on veut qu'il y ait des discussions, qu'il y ait de l'altérité, il faut qu'on soit différent. Et là, c'est là que commence la discussion. Donc on était très vigilants sur le fait de ne pas faire de mélange. Je disais très souvent, la pluralité scientifique, c'est ni l'instrumentalisation d'une discipline par une autre, et surtout pas. Les informaticiens, c'est super, on pourra me faire mes statistiques. Voilà, c'est le début de la fin. Donc ça, c'est de le rendre assez impossible en expliquant qu'il n'y a pas d'instrumentation à faire, il y a de la complémentarité à trouver, à fabriquer, et que ça, c'est du travail. Et je suis d'accord, c'est pas bisounours, ça. C'est-à-dire mettre les gens en situation d'avoir à discuter de leur objet, à partager un objet, à comprendre que cet objet est commun, mais que ce commun n'est pas forcément identité. C'est-à-dire ils ne voient pas le même objet. Et c'est très bien comme ça, parce que moi, je faisais l'analogie tout à l'heure, je reste toujours dans cette idée que quand un paysage, on le voit, on le photographie, on peut l'avoir sous différents angles, c'est le même paysage, mais c'est différent, et c'est la différence du même. Et je pense que c'est dans cette construction-là qu'on peut vraiment construire de la pluralité scientifique. Mais ça implique obligatoirement qu'on soit au clair dans sa discipline. Alors plutôt dans sa tradition disciplinaire, hein, et dans sa communauté, avec ses méthodes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, quand on a l'expérience des autres, parce qu'on peut avoir des hésitations quand vous travaillez. Enfin, moi, je renvoie à la sociologie qui peut avoir des doutes sur les questions d'enquête, etc. Quand vous travaillez avec des ingénieurs, vous voyez qu'ils bricolent autant que vous leurs observations. Ils se posent des questions qui, d'une certaine manière, ressemblent aux questions que vous posez parce que vous êtes dans des situations de bricolage méthodologique, par exemple, parce qu'il faut inventer des choses. Et d'un seul coup, c'est rassurant de voir comment les autres bricolent, et vous mythifiez plus le processus de l'autre. Vous comprenez comment il fait, et vous vous apercevez qu'au fond, on bricole tous, et qu'on fait ce qu'on peut pour être au plus près de la réalité qu'on veut travailler. Mais ça veut quand même dire qu'on ne devrait pas poursuivre, par exemple, l'objectif que les chercheurs aient une sorte de bicompétence, tricompétence, enfin que finalement, une espèce d'élévation du global, de multiplication un peu des casquettes. C'est pas ça que devrait poursuivre comme but. Mais c'est tout bonnement pas possible. On ne peut pas être dans une situation encyclopédique aujourd'hui. Il faut trop de temps. Pour les savoirs auxquels on est arrivé aujourd'hui, il faut beaucoup de temps pour acquérir ne serait-ce que les bases, pour les dépasser, pour inventer, pour même parfois créer. Ça demande énormément de temps, ça demande des épreuves, et soit tout seul, on ne peut pas le faire. Je pense que, d'une certaine manière, la pluralité scientifique, c'est se dédoubler. Et c'est se dédoubler en profitant de la culture des autres. Après, vous pouvez avoir soi-même des curiosités. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait certaines façons de se cultiver qui ne consistent pas à connaître, enfin, disciplinairement à devenir, mais lire les autres, parfois, on ne comprend pas tout, mais précisément parce qu'on ne comprend pas, on questionne, et on se cultive comme ça. Et on cultive sa propre discipline en rapport avec les autres.
Et je pense que, mais ça, c'est pas du mélange, c'est pas de l'encyclopédisme, c'est simplement que vous enrichissez. Vous enrichissez votre propre culture disciplinaire. Alors, je vous propose de passer au levier, parce qu'on a parlé des problèmes, on va essayer de parler des solutions. Donc, on reprend les petites abacs, si ça vous va, et je vous propose, pour se développer, l'ITD doit intégrer pleinement non seulement les expertises je refais. Pour se développer, l'ITD doit intégrer pleinement les expertises non académiques comme celles des professionnels de terrain, des collectivités territoriales. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? C'est assez tranché pour le moment. On a dû tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, et un peu, voilà. On s'est très mitigé. Je crois que j'ai presque moitié-moitié, mais bon, là je le fais en calcul. Là, voilà. Donc du coup, les d'accord, je vous donne la parole. Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord, plutôt d'accord, avec l'idée que oui, il serait urgent d'intégrer ces expertises-là? Alors, on l'a répété un peu aujourd'hui, c'est à partir du moment où on a un problème complexe de la société, wicked problem, des fois on dit en anglais, il faut beaucoup d'ensemble d'expertise pour pouvoir donner une solution. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Donc, il faut non seulement justement des expertises disciplinaires de plusieurs disciplines, on va dire, mais prenons, je ne sais pas, la santé, prenons le changement de climat, prenons, je ne sais pas, la criminalité dans les quartiers. Il faut aussi des expertises autres de la société, des acteurs socio-économiques qui ne sont pas dans le monde académique. Il faut, les associations, les familles, il faut des expertises de la société. Mais c'est pour les problèmes complexes. Donc voilà, c'est un peu la nature du problème qui... voilà, mais pour ce type de problème-là, il faut sortir des silos académiques, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir pourquoi tu... Oui, voilà, j'ai vu ça. Donc, moi, je travaille en didactique des langues. Et donc, mon objectif principal, c'est de faire dialoguer constamment la recherche et le terrain. J'ai l'impression qu'en termes de légitimité aussi, c'est intéressant d'avoir ce dialogue constant avec... en didactique des langues, moi, je travaille avec des populations migrantes. C'est difficile si j'ai pas cet ancrage sur le terrain de pouvoir proposer des dispositifs ou d'analyser des démarches sans avoir le retour des gens qui concrètement utilisent les méthodes que je peux analyser. Et donc, oui, je pense que c'est important de pouvoir entretenir ce lien-là. Maintenant, à voir, quoi. J'entends qu'on puisse ne pas être d'accord. C'est bien, c'est bien. D'autres personnes d'accord, plutôt d'accord? Non, je suis d'accord. Mais je vais donner la parole ou pas d'accord juste après, hein, pas de souci. Parce que parfois on met pas la même chose, mais en fait on est d'accord. Hein. La question est compliquée aussi. C'est le principe, c'est comme ça que je brouille les pistes. D'autres arguments, d'autres idées, d'autres prises de parole? C'est le principe. Effectivement, parce que c'est comme s'il y avait un problème, un modèle de problème absolu. Et donc, quand on a un problème, est-ce que c'est bon d'avoir le spectre le plus grand d'individus impliqués dedans? Alors, c'est difficile. Moi, j'ai du mal à dire non, parce que le risque, tout au plus, c'est que ça ne marche pas. Mais au moins, on a potentiellement quelque chose. Alors que si je prends le risque d'autres espèces, là, bon, c'est sûr que si je bloque tout, je prends en charge aucune des connaissances communes, pratiques, enfin, je perds des choses. Donc le pari, c'est un pari de Pascal. Hein, je pense que ça vaut plus le coup de ça. Donc après, c'est en fonction du type de problème. On rejoint ce que dit Chris, tout à fait.
Et en fait, je pense que le problème, en fait, pour des associations ou des personnes qui travaillent sur le terrain, c'est pas le même que le problème des chercheurs. Je prends un truc auquel je connais rien, comme ça je dirais des âneries, mais je pense en fait que la prolifération des moustiques, en fait, pour les habitants, c'est pas tout à fait le même que pour les grenouilles. Mais on les inclut jamais dans les. Mais en fait, c'était pour prendre un exemple un peu caricatural pour éviter de dire que le problème en fait des enseignants quand je travaille avec eux sur des questions d'apprentissage d'un concept en physique, en fait, c'est rarement le problème que j'étudie moi en didactique. Et en gros, si moi, en fait, le problème que j'étudie et les solutions que j'apporte, en fait, elles sont utiles à personne, je travaille à vide. Enfin, c'est bien parce que je suis d'accord avec moi-même, hein, mais en général. Alors du coup, les pas d'accord. Pour quelle raison vous êtes pas d'accord? Moi, c'était pas d'accord, vous voyez, c'était rose. J'ai tiqué, je crois qu'il y avait le mot nécessairement. Voilà, et j'aime pas quand c'est trop radical. Et je suis totalement d'accord avec Aurélie, que je trouve extrêmement pertinente. Mais il y a des questions qui sont... Il y a des questions qui sont des fois des questions fondamentales qui n'ont pas lieu d'impliquer le terrain, peut-être parce que théorique. Et puis il y a des fois où la question c'est le terrain, est-ce qu'il est partenaire à part entière? Est-ce qu'il est participant? Et s'il est partenaire, il y a des biais. Donc, il peut y avoir une influence. Donc, voilà, tout ça m'a amené à nuancer. Voilà. Mais je suis d'accord des deux côtés. D'autres pas d'accord, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de... Voilà. C'est à moi? Ouais. Ouais, je suis un peu dans cette position médiane, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord sur un fait. C'est-à-dire il faut savoir, et ça on a beaucoup de difficultés, notamment en urbanisme, faire la différence entre un discours politique, un discours idéologique et un discours scientifique. Et dans les cadres de participation, par exemple, la science participative, moi, je peux avoir des groupes d'intérêt qui sont devant moi. Je ne vois pas comment je peux faire. Donc la question qui se pose quand on travaille avec le monde professionnel, c'est obligatoire, on doit travailler, vous avez vu le schéma que je mettais pour la recherche tirée par Laval, c'est travailler avec des gens dont on a la garantie par leurs institutions, etc., que ce sont des professionnels et que ce sont des experts et qu'en plus, en règle générale, on a formé. Donc, on a des modalités d'accroche et de travail qui sont possibles. Ensuite, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait en sciences quand vous avez... moi, je me souviens de questions autour de la participation sur des aménagements. Si vous êtes sociologue, vous voyez vite comment vous pouvez cerner dans la salle un certain nombre d'intérêts. Vous les dénoncez, qu'est-ce que vous faites? Et là, le travail, il devient vite très compliqué. Et la barrière à laquelle, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je tiens beaucoup, c'est je peux faire de la politique, je peux m'amuser beaucoup à ça, enfin, j'aime beaucoup, en plus, je peux être engagé. Mais quand je suis dans le labo, j'essaye de faire en sorte d'avoir suffisamment de connaissances épistémologiques, par exemple, qui me permettent de prendre des distances par rapport au monde. Et donc, s'il y a un laboratoire, s'il y a des espèces de frontières, ce n'est pas pour rien. C'est pour aussi permettre de pouvoir fonder un discours qui a des prétentions d'objectivité, qui a des prétentions d'universalité, qui a des prétentions de progrès. Et ce n'est pas toujours évident de le faire avec des gens qui sont dans des intérêts, etc., etc. Comme moi, quand je suis sorti de mon labo, j'ai des intérêts très particuliers. Ça veut dire que les chercheurs dans leur labo n'ont pas d'intérêt? Non, pardon, c'était juste... Ils peuvent avoir des intérêts qui sont des intérêts scientifiques et des intérêts de carrière. Ça, ce n'est pas un problème. C'est une société, le labo. Mais vous pouvez aussi définir des règles du jeu qui consistent à élaborer un discours qui est réglé par rapport à une recherche d'objectivité. Ça ne veut pas dire qu'elle existe. Ça veut dire que c'est une tendance, c'est-à-dire vous allez vers ça. Et là, vous avez des méthodes, vous avez des modes d'objectivation, etc., qui sont faits pour. Pardon. Si j'étais taquine, je dirais d'autres... Enfin, sur l'idéologie des chercheurs, je ne sais pas si elle est totalement absente, mais... Non, mais je rejoins, mais j'ai quand même une question. C'est-à-dire qu'en fonction
je pense qu'on peut avoir le même discours en tant que scientifique, dont la portée va être très très différente en fonction du contexte. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des interactions qu'on a avec la ville de Lyon, qui encourage de manière très très fortement l'intégration du concept One Health dans son contrat local de santé. On peut arriver aujourd'hui en appui scientifique, avec un discours scientifique qui est en effet aligné avec un discours politique. Si le discours politique change, notre discours scientifique n'est plus pris comme un discours scientifique. Je pense qu'il y a aussi la question de la perception du discours qu'on a. Ce n'est pas seulement la manière dont on apporte nos éléments, il y a aussi la manière dont sont entendus ces éléments. Non, mais ça, c'était le problème qu'on avait à EMU constamment. C'est-à-dire, est-ce que... Mais on s'en fout, ça. Les gens, les résultats de nos taux sont appropriables par des gens. Ils ne se l'approprient pas. Parfois, si ça change de bord, ça sera approprié par l'opposition. Why not? Mais ce n'est pas toi qui décides que ça doit s'adresser à tel camp politique. C'est la capacité de ton discours à être suffisamment intéressant et objectif par rapport à des faits et qui peut nourrir une perspective politique qui est fondée sur, je pense aux questions environnementales, bon, sur des faits et sur lesquels on est d'accord. Mais non, mais... Comment ? Là, je pense qu'on sort un petit peu de l'interdisciplinarité, mais évidemment, c'est une question super intéressante quand même. Mais donc, moi, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, sauf que, en fait, c'est pas la perception qui doit nous intéresser, parce que la perception, on n'en est pas maître, hein, puisqu'on va dire quelque chose à quelqu'un qui en fera bien ce qu'il voudra. Par contre, là où je te rejoins complètement, et peut-être ça évoque ce qui tentait d'être dit, c'est les scientifiques ont une responsabilité absolue de leurs paroles et de la façon dont ils doivent moduler leurs paroles devant l'interlocuteur. C'est-à-dire que les scientifiques doivent absolument anticiper comment celui à qui la parole est délivrée et le contexte dans lequel il est délivré va être utilisé. Et les scientifiques loupent totalement ça. Alors l'exemple fabuleux, c'était le Covid. Le Covid, ça c'était génial. La société a appelé la science à l'aide parce que la situation était tellement incroyable qu'il fallait bien comprendre ce qui se passait et que la science... Et donc on a vu défiler... Et je ne parle pas des gens qui étaient mal intentionnés, je parle des scientifiques qui étaient bien intentionnés, qui ont voulu faire bien. Parce qu'il y en a eu qu'on déconne un peu. Mais dans ceux qui étaient bienveillants, enfin qui voulaient vraiment aider, il y avait une impréparation totale qui sous-estimait totalement comment le fait de dire quelque chose qui allait être pendant le Covid, on savait tellement peu de choses qu'il était très possible qu'on dise un soir un truc à la télé qui serait contredit le lendemain par un résultat scientifique. Mais bien sûr, la science, sauf qu'entre scientifiques, on est bien habitué à ça, et donc on peut très bien dire c'est une hypothèse que je formule, sauf que quand on parle à la télé, on ne peut pas dire c'est une hypothèse, et d'ailleurs on ne le dit pas, on dit non, aujourd'hui... donc on oublie fondamentalement de parler d'incertitude de la science, de comment la connaissance aujourd'hui sera modifiée demain matin, surtout à la vitesse. Et donc l'impréparation des scientifiques et la méconnaissance, la sous-estimation par les scientifiques de l'impact de leurs paroles est une erreur majeure, et elle est de la responsabilité des scientifiques. Elle n'est pas de la responsabilité du grand public ou des journalistes ou des politiques ou de je ne sais qui. Elle est de la responsabilité de la communauté scientifique. Non, juste, en fait, elle n'est pas que de la responsabilité du scientifique. Hein. Il y a une responsabilité éducative derrière, en fait, avec un manque de formation épistémologique de qu'est-ce que la science, comment elle avance, comment elle fonctionne, comment on valide la connaissance, qui est quand même assez crasse dans la société. Je suis complètement d'accord, mais ce que je veux dire, c'est ce que je maîtrise, c'est ce que moi je dis. Oui. Mais, et plus après, je ne dirais rien, en fait, sur les mélanges de discours politiques, scientifiques, mais confondre médecine et science, en fait, dans les discours. Bon, bref, je pas... Non, je donne le micro, parce que sinon, je vais tenir... Alors, j'arrive tout ça, et puis après, je vous pose mes questions spécifiques sur les leviers. Juste pour l'exemple que tu donnes, il est vraiment très intéressant, parce que là, tu donnes un exemple quand on s'adresse justement à une foule non identifiée, justement, qui ne peut pas être préparée au discours scientifique, parce que, bon, voilà, et c'est pour ça que je fais
souvent la différence, c'est-à-dire que quand on travaille avec des collectivités, avec des institutions, c'est-à-dire avec des professionnels qui, eux, peuvent comprendre ces contradictions-là, parce que d'abord, hein, ils les vivent au quotidien dans leur métier, mais d'une manière différente de nous. Mais s'adresser comme ça, jeter effectivement tous les immunologues, là, c'était ça hein, qu'il y avait, c'était dingue, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens, c'était terrifiant, quoi. Enfin, bon. Et surtout, quand on entendait discuter au repas de famille, quand on avait le droit d'en faire, ou par visio, c'était alors là hallucinant. Hein. Bon, du coup, je vous pose mes questions concernant les leviers un petit peu assez pratiques d'interdisciplinarité. Peut-être une première question pour Fabrice Favre. Dans la méthodologie ShapeMed un peu que vous avez présentée cet après-midi, il y avait beaucoup de place laissée justement au tâtonnement. D'ailleurs, vous n'êtes pas complètement seul, au tâtonnement, à l'erreur. Et moi, je voulais qu'on revienne là-dessus parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où le droit à l'erreur, la valorisation de l'erreur, elle n'est pas si évidente. Et donc, moi, j'avais bien envie que vous développiez sur pourquoi ça peut être vraiment fondamental et crucial dans ces pratiques-là, en quoi finalement c'est un moteur et ça permet d'avancer particulièrement sur la question des projets intertransdisciplinaires. Je vais peut-être recommencer par le début, c'est-à-dire qu'en effet, pourquoi aujourd'hui la prise de risque est si compliquée, quoi. Donc on l'a déjà évoqué en fait, et c'est un truc qui est en effet assez caricatural dans la manière dont on évalue justement, dont on évalue les carrières, etc., etc. Et c'est d'autant plus surprenant dans un système comme le nôtre où évidemment pour les jeunes ça peut se discuter, mais ensuite normalement on a cette chance dans le système français d'être assez rapidement sur des postes permanents qui devraient justement nous permettre cette prise de risque, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui cette prise de risque et ce qu'il y a derrière, c'est en effet, j'imagine, la carrière et la manière dont on évalue les carrières. Alors, je dirais que il y a peut-être un point d'optimisme à avoir, c'est-à-dire qu'on essaie de faire évoluer les méthodes d'évaluation. On parlait ce matin de la publication, j'ai l'impression qu'on essaye quand même de tirer, de bouger. C'est pas facile, mais voilà. À quel moment on va être capable de valoriser la prise de risque? Ça, on a encore du chemin. On a encore du chemin parce qu'aujourd'hui, en effet, la progression d'une carrière, elle se fait sur une carrière qui est linéaire. Des carrières avec des accidents, avec des temps morts, avec des... ça, c'est compliqué à valoriser. Alors que, évidemment, dès lors qu'on va prendre un risque, pour moi, la définition de prise de risque, c'est qu'il y a une certaine probabilité d'échec. Et aujourd'hui, on s'en donne pas le droit. Est-ce qu'il est possible que les chercheurs soient dans une posture professionnelle qui rend l'échec particulièrement douloureux ou je ne sais pas, une certaine autorité, enfin une posture aussi qui fait que on n'est pas forcément, on aime bien être en contrôle. Enfin, je ne sais pas, je pose la question de manière assez libre. Hein, il y a plein de choses derrière ça, mais encore une fois, je pense que la valorisation du risque et de la prise de risque, elle n'est pas suffisante. Et ce qui fait qu'on se freine à ces prises de risque, on se freine à aller se frotter à d'autres disciplines, on se freine à sortir du cadre qu'on nous impose. Et en fait, je vais reprendre aussi la question de l'évaluation. Enfin, moi, j'ai été membre d'une section pendant 2 mandats, président pendant une mandature. On est face à tous les rapports des collègues. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est l'expression de « il faut que je fasse plaisir à mes évaluateurs ». C'est quelque chose qui est là. Il faut surtout éviter de montrer des faiblesses. Et l'échec est considéré comme une faiblesse. Et donc là, on est dans une espèce de cercle où, globalement, en effet, rien n'est fait, ni d'un point de vue individuel, ni d'un point de vue de l'évaluation collective, pour favoriser la prise de risque, etc., etc. Et la prise de risque ne sera... on va dire, prise en compte que de manière positive quand elle a conduit à une réussite. Et donc là, je pense qu'on a une réelle difficulté de ce côté-là, et ce qui freine, de mon point de vue, le fait d'aller vers d'autres disciplines, puisque ça va prendre du temps,
augmenter le risque d'échec, etc., etc. Donc c'est sûr qu'à nous de trouver en effet des moyens d'essayer de favoriser cette prise de risque et du coup de la limiter. C'est-à-dire comment je fais pour faire prendre un risque, mais de l'accompagner pour permettre justement que finalement diminuer la prise de risque. Et c'est là où, en effet, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire d'avoir une première lecture d'un projet, de pouvoir le discuter de manière collective, de pouvoir être accompagné ensuite avec des pairs pour cette construction d'un projet, c'est quelque chose qui aide un petit peu, c'est-à-dire que la prise de risque initiale est très faible. Je dois écrire 4 pages, je dois le poser devant la collectivité, et finalement le risque initial est relativement limité. Et puis en fonction de la réception, de ce qu'on va trouver, de la dynamique qui va être engendrée, bah là on ira prendre peut-être un risque un peu plus important. Mais au moins au départ on a cet accompagnement qui peut permettre voilà, une première tentative. Ah oui. Alors, on en a eu pas mal, et on a eu ce qu'on a pu aussi constater, c'est l'évolution des projets. C'est-à-dire que cet accompagnement, il est effectif. C'est-à-dire que le fait de présenter son projet devant une assemblée, d'avoir des retours, d'avoir des contacts. Nous, on voyait des projets qui même présentaient à plusieurs ateliers de restitution, parce qu'ils émargeaient à plusieurs ateliers. Et entre chaque atelier, on voyait l'incrément, tiens, un nouveau partenaire, un nouveau questionnement, etc., etc. Donc on a vraiment vu certains projets progresser de manière très, très significative en termes de croisement des disciplines, d'interdisciplinarité, d'intégration des disciplines. Donc oui, ça, on a eu des exemples assez frappants. On parlait tout à l'heure d'un projet, par exemple, d'Antoine Coutreau sur l'utilisation d'un jeu vidéo pour la détection précoce de signes de la maladie d'Alzheimer. C'est un projet qui nous a d'abord été présenté avec un volet qui était uniquement informatique, biologie, et où très clairement le questionnement qui lui a été apporté, c'est mais il y a toute une partie éthique qui nous manque. Qu'est-ce que ça fait de détecter précocement Alzheimer? Enfin, voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une dimension importante de ce projet-là que cette dimension éthique. Et donc, voilà comment, typiquement, sur cet exemple très précis-là, le projet s'est enrichi des discussions et des ateliers de restitution. J'ai envie de réagir avec juste une phrase qui serait « l'échec est productif ». Je suis d'accord. Ouais, je peux juste dire deux choses de plus. C'est que dans ma communauté, une de mes communautés, Learning Sciences, donc il y a un chercheur qui s'appelle Manu Kapoor. Il travaille sur productive failure. Et donc là, c'est dans le domaine de l'apprentissage, en fait. Mais voilà, l'échec nous apprend énormément. Voilà, donc... Mais je partage à 100%. Mais en tout cas, notre système d'évaluation et notre système de fonctionnement individuel n'est pas celui-là. Il y a 2 choses. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a rappelé un résultat des années 20 par Pierron, quand tu as dit que les candidats, évidemment, cherchaient à répondre aux attentes. Et Pierron, après ses analyses qui a conduit les sous-musées, à la docimologie, concluait que si vous voulez connaître la note d'un candidat, mieux vaut connaître l'examinateur que le candidat. Ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'on parle d'une façon un peu suspensive de l'échec. Là, c'est classique. Moi, mes étudiants, je leur dis, vos erreurs sont mon gagne-pain. Évidemment, parce que s'ils savaient tout, ça n'avaut que j'apporte rien. Bon, mais il faut faire attention. Cette question de l'erreur, ça, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Faut y penser en fonction des conséquences. Parce que l'approche par tâtonnement d'une infirmière qui va, sur 20 piqûres, en rater 12, elle va apprendre. Alors, surtout si ça conduit à la mort. Parce que la question, elle est là. Et je me rappelle que dans les suppléments de l'Encyclopédie Universalis, après l'événement du vol Lyon-Strasbourg,
s'était, hein, dans le Mont-Saint-Odile, là, s'est engagé le débat sur est-ce que c'est l'avion dans ses réglages automatiques qui a provoqué ça ou si c'est l'erreur humaine. Et il y a tout un article extrêmement intéressant sur cette question de l'erreur humaine. Et donc là, bon, c'est l'erreur humaine dans ce cas-là, dans ce qu'on est, et c'est quand même les conséquences. Se planter dans une équation du second degré, bah, ça dépend des conséquences. Si c'est le jour d'un concours, c'est foutu. Si c'est le jour d'une séquence d'apprentissage, bon, bah, j'ai un retour négatif. Là, et je pense que ça, il faut qu'on fasse attention. Hein, parce que c'est très séduisant en pédagogie de dire « Ah oui, on apprend grâce à ces erreurs. » Oui, à quel prix des fois? Je ne vais pas apprendre la gravité par une expérience qui va me conduire à sauter du 4e pour me convaincre qu'ils avaient raison. Hein, évidemment. Donc, je pense qu'à chaque fois, il faudrait qu'on précise de quoi on parle. Oui. Alors, sur cette question, je serais plus... Comparaison n'est pas raison, c'est-à-dire qu'on parlait de science et de l'erreur dans la science. Là, faire des piqûres, on est au niveau des pratiques. Oui. Alors, par contre, un point sur lequel je voulais m'arrêter un instant, par rapport au statut de l'erreur et la possibilité aujourd'hui pour des chercheurs ou des enseignants-chercheurs de tâtonner et à un moment donné de ne pas publier et de valoriser donc la prise de risque dans les parcours de recherche. Il ne faut pas oublier aussi que on évolue dans un environnement qui est aussi un environnement politique et on a quand même vécu une sorte de prise de contrôle par le politique de la recherche, à mon sens. Hein. C'est-à-dire qu'à partir des années 2007, loi des autonomies sur l'université, puis la loi de programmation sur la recherche, il y a une injonction de publier, des classements de revues. Il y a eu tout un discours et une pression politique pour reprendre la main sur la recherche avec des normes internationales, la répétition de l'excellence. Voilà. Et tout ça a créé une situation extrêmement néfaste, à mon avis, pour la recherche. C'est-à-dire que l'effet a été complètement contraire à ce qui était prétendu, enfin, quel était l'objectif prétendu. Donc, il y a aussi cet environnement-là qui, à mon avis, a dénaturé le rapport des chercheurs avec leur propre carrière, avec leur propre liberté aussi de recherche. Et je crois que c'est en train un petit peu de se corriger comme situation, mais c'est à prendre en considération aussi dans les comportements, à mon avis, des uns et des autres. Alors du coup, je vais vous poser mes questions et je vais vous demander d'y répondre un peu succinctement, parce que l'heure tourne et il faut absolument qu'on puisse donner la parole à notre grand témoin à 17h30. Peut-être pour prolonger sur cette question de la prise de risque et de la nécessité d'avoir un cadre plus souple, moi j'avais une question donc, pour Karine Becky-Robineau. On a insisté dans la présentation des résidents sur l'importance d'avoir du temps, qui est une autre prise de risque dans notre société de la rentabilité absolue, d'avoir du temps. Et ça fait quoi dans les projets d'intertransdisciplinarité? Pourquoi c'est particulièrement fécond? Pourquoi c'est particulièrement cette modification du rapport à la rentabilité? Pourquoi c'est nécessaire? Et puis concrètement, c'est quoi que vous avez observé dans ces projets-là? Alors, je répondrai peut-être différemment maintenant que ce qu'on avait discuté avant. Mais moi, il me semble que pour devenir chercheur dans notre discipline, en fait, on est quand même passé à travers une formation académique, une thèse, des laboratoires pour en fait maîtriser un petit peu notre discipline et puis en fait ce qui se pratiquait dans notre communauté. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un qui n'en fait pas partie, je pense pas qu'en fait ça puisse être réglé en 2 coups de cuillère à peau, que de comprendre en fait en gros ah bah ouais toi je vois bien ce que tu fais et c'est pas parce qu'on est chercheur dans un truc là que je vais discuter avec un sociologue et que je vais pouvoir me déclarer en fait parfaitement sachante en fait des contributions possibles, voire même des cadres qui sont mobilisés d'un chercheur en fait en sociologie. Et donc moi j'ai besoin de temps en fait, je pense que tous les chercheurs ont besoin de temps
on le disait tout à l'heure, hein, c'est écouter ce que l'autre fait, comment il travaille, quel type de données il utilise, pourquoi il choisit ce type de données, pourquoi en fait avec cette méthodologie-là ça fonctionne alors que moi j'en aurais utilisé une autre. Voilà, en gros, s'acculturer à ce que fait l'autre pour le comprendre, reconnaître son utilité et pouvoir combiner après les différentes approches. Bah, je sais pas, moi, ça m'a appris en fait à peu près. Bon, alors je veux dire, en fait, comme j'ai fait de la physique avant, et voilà, mais ça m'a bien pris au moins 4 ans, en fait, hein, de devenir un tout petit peu, alors je vais pas dire experte, hein, mais compétente dans mon domaine à moi. Et donc, quand je rencontre quelqu'un qui a passé 4 ans à devenir compétent dans son domaine, je vais quand même pas lui faire l'insulte, en fait, de déclarer qu'en 5 minutes, c'est fait. Hein. Ça marche. Patrice Abri, peut-être aussi sur cette question de la nécessaire souplesse, de la nécessaire liberté peut-être que nécessite l'intertransdisciplinarité. Vous avez rapidement évoqué l'épisode du Covid, qui a été aussi, bon, avec tous les ratés qu'on a présentés, mais aussi un espèce de liberté, un espèce d'innovation, un espèce de où la science a pu se faire un peu différemment. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer peut-être qui nous permettraient de capitaliser pour d'autres projets intertransdisciplinaires? Oui, alors des leçons, bon, je ne vais pas avoir cette prétention. Peut-être juste retranscrire un tout petit peu d'expérience. Et là aussi, je vais prendre l'exemple. Bon, donc, moi, fondamentalement, et je pense tous les chercheurs, fonce une porte ouverte. La créativité en sciences comme en art, sûrement, ça va avec la liberté et l'envie. Bon. Et donc, ceci étant dit, qui est une évidence, j'imagine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'institutions. Ça veut juste dire qu'il faut que les règles et les institutions, elles soient conçues pour être bienveillantes et aidantes et non pas incapacitantes. Voilà. Et donc, 2 exemples. Je vais revenir juste un instant sur l'appel à projet de l'ICSI. Dans l'appel à projet, donc on a toutes ces discussions sur la formalisation ou pas de l'appel. Ces discussions, elles peinent à aboutir et donc j'ai poussé pour qu'elles n'aboutissent pas. Donc je redis, la règle, c'est que bon, elle est très peu cadrée. Mais je ne doute pas néanmoins que toutes ces discussions qu'il y a eu entre les membres du comité de pilotage font que quand ils prennent leurs décisions, ils sont nourris de toutes ces discussions. Donc le fait de discuter n'oblige pas à formaliser des règles qu'en plus on aurait peut-être bien envie de les faire. Voilà. Et pour le Covid, c'est un petit peu différent dans le Covid. Donc ce qui se passe donc, à l'ICSI, donc l'ICSI c'est une structure qui existe depuis 20 ans, avant juste au moment de la survenue de la pandémie et des confinements, chacun travaillait sur des projets super sympas, super intéressants, en groupe, etc. Le Covid est arrivé, on s'est tous retrouvés chez soi, et au bout d'un moment, un certain nombre de gens se sont dit, mais bon, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour aider ? Et là, alors je trouve que ce qui a été fait est super sympa, c'est une espèce de surveillance de... L'idée, c'était de dire, justement, dans la cacophonie, est-ce que nous, on est capable de mesurer l'intensité de la pandémie et de le dire, enfin de rendre public ce qu'on trouvait par nos méthodes et nos outils. Alors, donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des super bons informaticiens qui ont passé les pare-feux de l'ENS parce que on était tous chez nous, nos machines. Il y en a d'autres qui savaient que certains avaient lu des trucs d'épidémio et qui voilà. Il y en avait d'autres qui étaient des spécialistes d'optimisation et qui pouvaient faire des fonctionnels et qui savaient. Et puis surtout à la fin, ces résultats-là, on les a mis sur des cartes. Ça veut dire qu'on savait aussi qu'il y avait, il y a des cartographes qui sont là dans le réseau ICSI et qui savent mettre. Donc on les a rendus interactifs, dynamiques, publics, etc. Mais le point que je veux faire, c'est pas, je trouve ce résultat super sympa, mais le point que je veux faire, c'est que si ça a été possible, c'est parce que les gens se connaissaient avant, parce qu'ils avaient déjà travaillé avant ensemble sur d'autres sujets, et parce que la structure existe, et la structure ICSI, elle préexistait à la crise. Elle n'a pas été créée dans l'urgence, pendant la crise, etc. Et donc, le fait qu'il y ait des structures pérennes qui existent, qui soient libres, qui soient souples, qui permettent ces reconfigurations rapides, instantanées, etc., des activités de recherche, qui les aident, qui les facilitent, qui ne les cadrent pas trop, parce que sinon, on perd cette souplesse. Ça, c'est le truc hyper important. Pour moi, c'est une des clés de l'interdisciplinarité, c'est un des moyens de l'interdisciplinarité, d'avoir des choses qui permettent facilement, à la bonne vitesse, et la bonne vitesse étant imposée par l'actualité, choisie par les chercheurs, ou en fonction de leur capacité de réagir. Et juste pour conclure sur ce point, les Anglais avaient une structure pérenne qui aidait le gouvernement britannique, qui existait avant la crise et qui était à géométrie variable. C'est-à-dire qu'ils ont en permanence 10 personnes qui travaillent autour du gouvernement sur les pandémies, mais qui peut immédiatement mobiliser 150 à 200 chercheurs.
Et ils ont été capables de mobiliser ces ressources et donc d'avoir des études bien plus, enfin, très riches sur ce qui était en train de se passer en direct. En France, cette structure, elle n'existait pas. On a peiné à la créer. Et donc, si ces structures existent, qu'elles sont souples, qu'elles sont là pour répondre à voilà, à se reconfigurer facilement, c'est un gain. Et ça, en fait, en tout cas dans mon expérience de l'ICSI, c'est que ça coûte peu d'argent aux tutelles de l'ICSI et le rapport coût-bénéfice est énorme. Enfin, le rapport bénéfice-coût plutôt est énorme. Parce qu'en fait, on libère beaucoup de créativité avec finalement en mobilisant peu de moyens financiers parce qu'on mobilise surtout l'envie des chercheurs d'aller faire quelque chose. Voilà. Et ça, c'est une des clés des structures qu'il faut créer pour l'interdisciplinarité. Jean-Yves Toussaint, peut-être vous faire aussi également réagir sur la liberté, la souplesse, le dynamisme, la créativité. Vous avez parlé dans votre exposé de peut-être la nécessité de lâcher un peu prise sur les réflexions très épistémologiques, très théoriques, pour être vraiment dans l'expérimentation sur le terrain et mettre un peu les mains dans le cambouis. Enfin, je ne sais pas, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je l'avais un petit peu entendu comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de cette souplesse à chercher dans le pragmatisme et l'efficacité pratique et un peu moins cérébral, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qu'on a essayé de développer, c'est que c'est dans l'action que sans doute les problèmes sont. C'est-à-dire que l'action, c'est... enfin, moi, je ne tiens pas ça que de moi, mais je pense à l'inaction de Varela, etc. C'est-à-dire le fait qu'on agisse, c'est toujours une action sur le réel. Et ce réel, il est résistant. C'est d'ailleurs ce qui rend l'existence excitante, hein, entre autres. Et donc, c'est là que sont les problèmes à résoudre. Et ce n'est pas du pragmatisme, c'est tout simplement que la définition du problème, elle est dans cette résistance-là. Et je pense que quand on est honnêtement scientifique, on n'a pas envie de faire de la politique. Je parlais de l'exemple des voitures en ville. Ça devient vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça pose une foule de problèmes à résoudre. Le fait de le résoudre partiellement, comme ça a pu se faire, montre les catastrophes que ça peut engendrer. Donc comment on fait pour ne pas conduire à ces situations qui sont... qui embringuent le social, le culturel, l'économie. Enfin, c'est absolument affolant. Donc c'est cette résistance-là qui, moi, me paraît être vraiment la plus intéressante pour un chercheur. C'est scolter. Voilà. Et il faut avoir un peu d'humilité, parce que c'est pas sûr que je trouverai jamais la solution aux voitures dans la ville. Mais en tout cas, je pense que c'est là qu'est vraiment l'intérêt de la recherche. Le moteur. Le moteur. Et en plus, ça permet aussi, moi, pour les disciplines que je représente, qui sont bavardes, voilà, pour tout dire, c'est quand même, à ce moment-là, vous faites aussi, d'une certaine manière, la preuve que ces sciences-là ont quelque chose à dire et à apporter. Mais pas à apporter seulement en supplément de bavardage, mais en capacité de résoudre des problèmes d'action. Et je pense que c'est extrêmement important. Je vous entendais parler sur les questions de didactique, etc. On avance exclusivement parce qu'on est devant des problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Il faut identifier ces problèmes. Et ces problèmes, ils ne sont pas comme ça éthérés. Moi, je trouve que c'est quand même très... Enfin, moi, dans les laboratoires, j'ai dirigé, etc., j'ai eu quelques soucis avec mes collègues. Je ne supportais pas cette espèce d'idée que le chercheur avait à s'auto-saisir des problèmes qu'il devait résoudre ou des recherches qu'il devait faire. Je pense que ça, quand on est payé par un État, il ne faut jamais l'oublier, on est payé sur les impôts, et donc on doit quelque chose à la population qui nous permet de vivre. Et faire des caprices me paraît, moi, personnellement, pas sérieux. Voilà. Donc, mais par contre, dès vous penchez, on se penche, enfin là, j'ai un exemple en tête là, de collègues qui nous parlaient, qui nous ont raconté des tas de trucs sur la vie, les inégalités sociales, etc. J'avais l'impression qu'ils en vivaient. Alors, j'aurais montré les gens qui sont dessous. Mon UMR coûtait 12 millions quand même par an quand on prend quand on calcule tout ça. Qu'est-ce qui fait que les 3 mecs qui étaient dessous, là, ils avaient le droit d'être et nous, de bénéficier de cette somme d'argent. Avec 12 millions, on peut nourrir beaucoup de gens.
Et je pense qu'il faut toujours avoir en tête que la recherche, c'est pas fait pour chercher, au sens de faire que ça, c'est fait pour rendre un service. Et alors évidemment, ce service, on n'a pas à être inféodé à des politiques, etc. Mais les 3/4 du temps, moi, les gens qui se plaignaient d'être inféodés, ils faisaient tout pour l'être. Je veux dire, effectivement, sur la question du contrôle, mais moi, j'étais dans des instances d'évaluation qui imposaient le nombre de publis pour promouvoir les gens. C'était les chercheurs eux-mêmes. Il n'y avait pas, j'ai jamais eu un fusil ni de M. Sarkozy, ni de M. C'était Sarkozy à l'époque, si mes souvenirs sont bons, d'aucune instance de l'État pour me dire de faire ça. Donc c'est nous-mêmes qui avons obéi, et parce que ça nous arrangeait. Ouais. Oui. Non, mais ça nous arrangeait. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. Pour clôturer un peu cette table ronde, je voulais vous proposer un petit exercice de perspective. Pas forcément, voilà, je ne sais pas si, en tant que chercheur, vous avez souvent l'occasion. Donc, l'exercice, c'était si vous aviez une baguette magique, si tous les pouvoirs étaient offerts, si vous étiez président ou je ne sais quoi, ministre de la Recherche, à vous de prendre la posture qui vous semble celle qui permet de penser l'avenir. Qu'est-ce que vous feriez? Quelle serait la mesure prioritaire que vous feriez pour que l'intertransdisciplinarité prospère? Dans l'ordre, vous pouvez repasser le... riche, j'aurais des sous si j'étais magicien. Budget illimité, c'est ça? Non, c'est pas des budgets illimités. Il faut surtout pas. Ça, c'est la pire des choses. Je pense que d'être économe, ça rend intelligent, ça rend futé. D'être un peu dans le... les sciences humaines, il faut voir la démerde que l'on a pour trouver... Voilà. Je veux dire, il faut faire attention. Évidemment, si on est... Non, mais là, vous avez une baguette magique, donc on a le droit. La baguette magique, ce serait de pouvoir financer du temps, alors ces fameux temps de rencontre. Ce qu'on faisait un peu à EMU, c'est en financer 25% du temps de chercheurs, à condition qu'ils travaillent avec d'autres chercheurs qui ne sont pas... Donc ça leur permettait de se rencontrer, etc. C'est pas très compliqué. Il faut simplement que le chercheur puisse dire dans son laboratoire, je ne sais pas que je suis en train de rien foutre, je suis... Okay. Voilà, j'ai ce financement pour faire ça. Et là, je pense que ça serait très utile. Et ça ne serait pas extrêmement coûteux. Donc, financer du temps. Patrice Abri, quelle proposition? Moi, je ne suis pas fan de la baguette magique, je l'aurais dit. Magie et science, je comprends. Enfin, voilà. Et, 5 minutes d'un coup. Non, mais associer ces deux trucs, c'est toujours gênant. Et bon, président non plus, je ne suis pas trop fan. Donc, mais bon, concrètement, pour se prêter à l'exercice, bon, je sais pas, moi, je peux juste volontiers parler de mon expérience à la direction de l'ICSI. Moi, je ne loupe pas une occasion de jouer sur deux leviers. Il y en a un, c'est les gens. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je crois vraiment ça. Je dis aux gens, tu es en poste au CNU, tu es en poste au CONRS. Et quand tu évalues les dossiers, rappelle-toi que tu es intéressé par l'interdisciplinarité et valorise-la. C'est ton pouvoir, c'est ta décision, tu as ce pouvoir-là, exerce-le. Et la deuxième chose, c'est que surtout à l'ENS, mais partout, et puis même avec le CNRS, on a la possibilité de parler à nos tutelles. Et donc, je ne manque pas à nos tutelles de leur dire ce qui, me semble-t-il, peut aider l'interdisciplinarité. Et je redis, pour moi, c'est des structures qui existent, qui sont souples, pérennes, bienveillantes, protégées par les tutelles. Voilà, c'est ça. Merci. Je ne vais pas être originale, mais du temps. Mais ça peut être du temps aussi, moi de temps en temps, un responsable d'une formation pluridisciplinaire qui vise un peu d'interdisciplinarité. Je rêve que d'une chose, c'est d'aller suivre les cours de mes collègues. Ce que j'ai jamais le temps de faire.